discours d'affilée de Félix-Antoine Tshisekedi à la tribune des Nations Unies est le dernier de son mandat. Que retenir de l'adresse du président de la République aux Nations Unies? C'est autour de cette question que nous allons nous entretenir ce soir avec Freddy Mulumba, qui n'est plus à présenter, mais on va quand même le faire. Il est journaliste, il est écrivain, il est également politologue. Monsieur Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, on va décortiquer les grandes lignes du discours du président de la République. Mais d'entrée des jeux, qu'est-ce qui vous a le plus retenu dans ce discours? Oui, je pense que c'est la prise de position du président qui a été très claire sur les dialogues ou bien négociations avec les M23 et le Rwanda. Je pense que depuis Nairobi et le Rwanda, il y a deux émissaires qui viennent à Kinshasa pour demander au président Tshisekedi et le Congo de négocier avec le Rwanda, avec Kagame, pour que l'M23 réintègre notre armée. Et à ce niveau-là, le président Tshisekedi est catégorique. Il a donné ses arguments. Il n'a pas fait parce qu'on voulait le faire. C'est d'abord, on a vu que pendant plus de 20 ans, toutes les négociations qu'on est en train de faire avec les mouvements rebelles, soutenus par les Rwandais, font à ce qu'on intègre petit à petit de militaires, soit rwandais, soit rebelles, qui, avec le temps, entretiennent la crise. Je pense qu'il y a la situation de la guerre, de négociation de Sun City. D'abord Lusaka. À Lusaka, quand Mzee Kabila a dit non à la tutelle rwandaise ou ougandaise, on a déclenché la guerre du 2 août 1998. Mzee Kabila a chassé et les Rwandais et les Ougandais. Après cette guerre du 2 août, on a préféré négocier. On a dit qu'il faut négocier avec les rebelles. C'est comme ça qu'il y a eu l'accord de Lusaka. Dans cet accord, quand vous le lisez clairement, dès le départ, c'était pour négocier avec les rebelles. Et Mzee était catégorique. Il a parlé à tout le monde. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Ougandais et des Rwandais. Personne ne voulait les croire. Avec le temps, les Occidentaux qui étaient derrière, avec les médias qui étaient derrière Kagame et Museveni, ont fini par accepter qu'ils avaient des troupes à Kinshasa. Et il faut dire à ce niveau-là, aussi, il y a eu une pression dans le monde occidental, surtout en Amérique, pour dire qu'il y a quand même des limites. On ne peut pas donner des leçons aux autres quand on n'est pas capable de respecter les règles. Ça, c'était la première tranche avec Lusaka. Après Lusaka, ils sont partis à Sun City. Et à Sun City, tous les rebelles ont pris la place. Le gouvernement s'est retrouvé en minorité. Et quand on a partagé les pouvoirs à Sun City, tout ce qui était sécurité armée, ça a été confié à Ruberwa. Or, Ruberwa, c'était le patron du système de RCD. Or, le RCD était avec les Rwandais, ceux qui avaient envahi le Congo. Mais comme l'Occident était derrière, tous les multinationales étaient derrière, on a fait croire que le RCD, c'était un mouvement congolais. Mais comme le Congo est en position de faiblesse, on l'a laissé passer. On pensait que la crise serait résolue. Et il y a encore une autre crise avec le CNDP. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas notre histoire. Le gouvernement congolais décide. Je pense que c'était à peu près, on parle de plus de 20 000 militaires. On a acheté toutes les armes. On envoie les troupes à l'Est avant qu'on tire le coup de feu. Kunda a tout récupéré. C'était une humiliation pour le gouvernement. C'est ainsi que Obasanjo vient. Il dit qu'il faut négocier avec le gouvernement en position de faiblesse. Aussi les accords avec le CNDP. On pensait que la crise serait résolue. Ce n'est pas le cas. Après, on voit M23 qui apparaît. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a quand même des éléments sur le plan international qui ont beaucoup joué. Parce qu'il y a eu l'intervention de l'Obama. On a demandé à Kagame de récupérer ses troupes. Et notre armée est entrée. C'est ainsi que
M23 a été défait. Mais ils sont partis se réfugier où? En Ouganda et au Rwanda. Et le gouvernement congolais a refusé de négocier avec M23. Félix revient, ils reviennent encore, en parlant de leur accord du M23, donc du 23 mars, ce qu'on appelle le mouvement du M23, donc qu'on reprenne un peu les accords de CNDP. Là, Félix a dit pas question. Donc le style c'est quoi? Vous négociez, on vous infiltre, donc on part de crise en crise. Voilà la position de Tshisekedi en disant je ne peux pas négocier ou dialoguer avec les rebelles M23 parce qu'on sait leur style. C'est négocier pour entrer dans les institutions et de crise en crise. C'est comme ça que, après, dans leur calcul, après 30 ans, quand vous serez fatigué, le Congo disparaît. Oui, mais refuser de négocier avec le M23, c'est de son droit. Mais quelle est l'alternative? Je pense que l'alternative ici, il faut quand même que les gens comprennent la géopolitique. Il y a pas une idée, un concept de puissance. Quand il y a des conflits, ce sont les forts qui s'imposent. Donc on ne négocie pas avec un homme faible. On négocie avec un homme fort. Donc tout est question de rapport de force. Et tant qu'on n'a pas saisi cette leçon, qu'on va commencer à nous respecter, quand on va mettre de l'ordre à l'Est, on va chasser le M23 avec les Rwandais, on récupère nos territoires, là je pense qu'on va le prendre au sérieux. Mais tant qu'on n'a pas compris qu'il faut engager notre armée, engager nos médias, parce que la guerre n'est pas seulement une guerre militaire, elle est aussi médiatique. Elle se joue sur tous les fronts en fait. Oui, oui. Mais regarde ce qui se passe. Les militaires se battent à l'Est, nos médias sont à Kinshasa pour contrecarrer. Nos hommes politiques qui se disent de l'opposition ne soutiennent pas la guerre, ne soutiennent pas le gouvernement dans cet effort de mettre hors d'état de nuire les rebelles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Sun City, hein, depuis Lusaka. Nos opposants ont toujours tendance à s'allier avec les ennemis du Congo. Voilà pourquoi la crise ne fait que perdurer. Vous parlez de rapport de force, il faut mettre à contribution l'armée. Mais est-ce qu'on a le moyen d'outiller cette armée? Est-ce que notre armée est à mesure aujourd'hui de mener la guerre contre le Rwanda? Parce qu'on ne va pas parler du M23, c'est le Rwanda derrière. Mais madame, je pense que si on regarde, pourquoi on a toujours perdu la guerre? Parce que beaucoup de gens à l'extérieur ne comprennent pas. Un petit pays comme le Rwanda, une armée, c'est pas 26 000 personnes. Oui, mais la force je vais expliquer pourquoi. C'est pas par rapport à la taille. Oui, oui, oui. Je vais expliquer pourquoi. Un petit pays comme ça, comment est-ce qu'il peut battre depuis, je peux dire, depuis Maréchal? Comment ces armées, donc les deux armées ougandaises et rwandaises, peuvent vaincre les FARDC, l'armée nationale? C'est parce qu'il y a des éléments. Le premier élément, l'argument qu'on peut avancer, est qu'on nous fait la guerre hybride. Ça signifie que les Rwandais, l'Ouganda, avec la complicité des services secrets occidentaux, avec leurs armées, ils ont de complices à Kinshasa. Et dans l'armée, et dans les institutions. Voilà, quand on décide qu'on veut mettre fin à cette guerre, ceux qui sont à l'intérieur trahissent l'actuel chef d'état-major de l'armée nationale. A parlé clairement. Il a fait même donc il a fait un meeting au camp Kokolo. Il en a parlé. Dès qu'on se met d'accord pour attaquer, les informations fuitent. Mais qui sont à l'intérieur. Donc le problème, c'est une guerre hybride, on nous a infiltrés. Et puis l'autre élément. Vous savez, si nous perdons la guerre, c'est pour savoir en face, on a qui? Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni. Parce que ce soit Museveni, que ce soit Kagame, les armées de Museveni et Kagame sont financées par les Américains. Les Rwandais recevaient dans les billets américains, il a fait 150 millions de dollars chaque an pour équiper, former les militaires, les encadrer. Donc, si vous faites la guerre au Rwanda, vous ne faites pas la guerre au Rwanda, vous faites la guerre à l'Amérique, parce que l'armée américaine qui forme ces gens, qui les finance. Voilà pourquoi le Congo perd. L'autre élément, c'est aujourd'hui avec la France. La France collabore avec les Rwandais. Les Rwandais nous font la guerre.
toutes les informations militaires, tous les renseignements militaires, la face donne au Rwanda, c'est comme ça qu'on nous bat. Mais si aujourd'hui nous disons, nous faisons la guerre au Rwanda, face à face, le Rwanda ne peut pas tenir un jour. Il suffit de déclarer à Goma, Bukavu, on prend 3 millions de Congolais. Ils entrent à Kigali, ou bien à Buavu, là, donc vers le sud de Kivu. Il n'y a pas de pouvoir à Kigali. Ça va disparaître. Donc Kagame, c'est un négrier d'État moderne. Les Occidentaux ont compris. C'est leur stratégie. Pour diviser l'Afrique, il faut récupérer des petits nègres par-ci, par-là. Ils l'ont fait du temps de l'esclavage. Il faut relire l'histoire. Quand vous avez un grand royaume, un grand empire, on vient prendre une petite entité politique qui dépend de cet empire, on lui fournit des armes et tout le matériel et de l'argent pour attaquer le grand empire. C'est comme ça qu'on a perdu le royaume Congo. Sinon, on n'allait pas nous battre. Donc, c'est une stratégie occidentale. Diviser pour mieux régner. On prend des petits pour mettre en difficulté des grands pays, des grands royaumes. Donc, Kagame, tout comme Museveni, sont au service du monde occidental, de l'imitation occidentale, contre l'Afrique. Parce que, même au Rwanda, parce que quand les gens parlent du Rwandais, ce n'est pas toute la population rwandaise. Voilà comment les médias entraînent un faux débat. Kagame ne représente pas tous les Rwandais, tout comme Museveni. C'est un pouvoir autoritaire. Mais comme maintenant, ces gens travaillent pour l'Occident, ils ont le soutien. Quand vous voulez attaquer aujourd'hui les Rwandais, non, vous voulez faire un génocide. Mais qui ont fait les génocides au Rwanda? Ce ne sont pas des Congolais. C'est les Rwandais entre eux, entretenus. Ce génocide, on pouvait comment dirais-je, on pouvait échapper à ça. Parce que c'était bien planifié. L'ONU était là, ils avaient besoin de ça pour envahir le Congo. Donc on a sacrifié les Rwandais pour venir piller au Congo. C'est que les Africains doivent comprendre. On est tellement naïfs. Nous sommes tellement très faibles. On ne comprend pas les enjeux. Donc ce qui se passe, c'est une manière aussi de récompenser le Rwanda. Oui, maintenant ils sont en difficulté. Actuellement, je pense que les problèmes, comme il y a des mutations géopolitiques, l'émergence de la Chine, de la Russie, pose problème. Tu vois, nous sommes les amis des Américains, les Occidentaux, depuis les années 60. L'Occident va armer Kagame et Museveni pour nous faire la guerre. Et c'est encore amis. Voilà pourquoi il y a même une certaine opinion qui estime qu'il faut repenser notre coopération avec les Occidentaux. Oui, ça signifie qu'il faut se libérer de l'emprise extérieure. Il faut qu'on soit réellement des hommes indépendants et des femmes indépendantes. Mais notre élite politique n'est pas arrivée à ce niveau-là. Ça signifie qu'il faut créer dans les pays même des pôles de réflexion, d'intelligence, des pôles économiques. Et ces gens-là, quand vous avez de tels pôles, quand il y a des problèmes, les gens peuvent discuter. Vous avez des gens intelligents, des gens outillés, des gens expérimentés et organisés. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, on va quand même revenir au discours du président de la République. Ouais. C'était un discours qui était très attendu dans un contexte où la RDC est en proie à l'insécurité dans sa partie Est. Alors, le président de la République a dans ses discours émis le vœu de voir la MONUSCO se retirer le plus tôt. Mais quand on regarde, quand on fait l'analyse de la situation, on voit très bien que ce que le président dit aujourd'hui, la population l'avait déjà exprimé bien avant. Mais malheureusement, ces vœux de la population n'avaient pas été pris en compte. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir. Les gouvernements passés du président Kabila avaient pris langue avec la MONUSCO pour qu'on puisse commencer à retirer les troupes. On a signé le document. Donc, ce que le président Tshisekedi fait, c'est on peut dire, c'est l'État congolais qui s'est engagé. Tshisekedi ne fait que s'occuper des affaires de l'État, ce n'est pas ses affaires privées. Donc, c'est la continuité de l'État. On avait décidé que l'ONU parte, le président Tshisekedi est venu, il continue avec ça. Ce n'est pas un point pour lui. C'est là où il y a un problème dans la tête des Congolais. Du temps du président Kabila, on a fait décider qu'il parte. Tshisekedi arrive au pouvoir, il continue avec la même idée. Ce n'est pas normal. Pour être un peu logique, la MONUSCO coûte aux Américains, aux Chinois et d'autres puissances 1,2 milliard, bien 400 millions de dollars par an.
La MONUSCO a fait 20 ans, plus de 20 ans. Pour quel résultat? Parce que quand vous lisez, quand on vote un peu les billets de la MONUSCO, tout comme il y a des résolutions, on dit que la MONUSCO est là pour protéger les civils. Oui, oui, et le maintien de la paix. De la paix. Mais ça fait plus de 20 ans. Il n'y a ni paix, et les civils ne sont pas protégés. D'ailleurs, eux-mêmes, ils massacrent ces civils-là. Exact. Il y a 20 millions, pardon, plus de 10 millions de morts depuis la MONUSCO est là. Il y a à peu près 7 millions de déplacés internes depuis que la MONUSCO est là. Il y a 500 000 femmes violées depuis que la MONUSCO est là. Il sert encore à quoi? En fait, ce qui se passe, d'ailleurs, vous avez vu dernièrement, ils ont même tiré sur la population. Donc, ceux qui vous disent qu'on vient pour protéger, commencent à tuer la population. Je pense que toute personne qui a une conscience, qui observe la situation, doit arriver à dire non. Il faut que ces forces partent. Donc, la MONUSCO ne protège plus, la MONUSCO massacre. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU l'a dit clairement qu'ils étaient incapables. Ils étaient impuissants. Impuissants. Et ce qui est grave, même M23, les Rwandais, ils avaient tiré sur l'hélicoptère de la MONUSCO. Et il y a à peu près 8 morts de casques bleus. À l'ONU, même pas un mot. Ça signifie qu'ici, il y a un enjeu. La MONUSCO partira quand le Congo va disparaître. Ce n'est pas la première mission dans le monde, ou bien la dernière. Je prends l'exemple du Congo, d'Isaïe, donc du Congo. Après l'indépendance, on a eu la MONUC ici. Donc l'opération de maintien de la paix a coûté à peu près 400 millions de dollars en ce temps-là, vers les années 60-65. Ça a donné quel résultat? On a structuré l'armée, on l'a modernisée, et quand l'armée a été réorganisée, on a fait un coup d'État, le coup d'État de Mobutu. Et dès qu'on a fait le coup d'État, la MONUSCO est partie, avec la complicité du monde occidental. Regardez un autre cas. La MONUSCO est partie, non, l'ONU est partie au Soudan. Comment? C'est quand on a coupé le Soudan en disant il faut résoudre la crise soudanaise en coupant le pays en deux. Nord-Soudan, Soudan du Nord et Sud-Soudan. Est-ce qu'il y a la paix? Donc, leur objectif, soit ils font des coups d'État, soit ils participent à la barbarisation du pays. L'ONU a joué les mêmes jeux en Yougoslavie. C'est grâce à l'ONU, avec la complicité de Bill Clinton, que la Yougoslavie a implosé. Et la crise yougoslave a été résolue. Il n'y a qu'en Angola où ils ont tenté de tenir tête devant les Angolais. Ils ont été chassés. La paix est arrivée en Angola, c'est quand on a chassé la MONUSCO. Un autre cas que je peux vous prendre, là où vous avez des élites conscientes, patriotiques, c'est le Cameroun. La crise anglophone. L'ONU voulait intervenir. Les Camerounais ont dit niet, on va s'occuper de nos frères, de nos frères. Jusqu'aujourd'hui, si l'ONU est intervenu, cette crise-là n'allait pas se terminer. Paul Biya, avec son armée, ont mis de l'ordre. Jusqu'aujourd'hui, les Camerounais qui étaient déplacés, ils sont venus à Yaoundé, dans d'autres coins, ils ont été récupérés, hébergés par leurs propres frères. On n'a vu aucune organisation internationale venir donner de l'aide. Là, vous avez une élite consciente. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Notre élite est tellement aliénée, une élite qui pense que l'ONU peut nous apporter des solutions. Voilà notre grande difficulté. Le problème du Congo, sa classe politique qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà pourquoi il faut la changer. On ne la change pas. Le Congo va disparaître. Un autre cas des Nations Unies ou bien de l'ONU, MONUC ou bien MONUSCO. Vous savez, madame, après la crise, après les accords de Lusaka, on a décidé à ce qu'il y ait des troupes, quelques experts,
et militaire des Nations Unies au Congo. Il y a eu des militaires des Nations Unies qui sont arrivés à Kinshasa 14 jours avant l'assassinat de Mouzé. 14 jours. Ils arrivent à Kinshasa, après 14 jours, Mouzé est assassiné. La MONUSCO est arrivée. Donc, ils ne sont pas là pour nous. Les cas de Lumumba, qui était la base de l'assassinat de Lumumba? Lisez les documents. On arrête Lumumba quand il fouille. Les casques bleus ghanéens essaient de les récupérer pour les sauver. Daha Major, qui était à New York, envoie un message, un texte, de ne pas protéger Lumumba. Parce qu'on a arrêté Lumumba a été tué. Donc il fallait le sacrifier. Parce que c'était la guerre froide. En complicité avec les Américains. Là, il y a Larry Delvin, dans ses mémoires qu'il écrit. Il y a beaucoup de documents qui sortent, malheureusement, nos hommes politiques ne lisent pas. On ne peut pas faire la politique sans connaître l'histoire politique de ces pays. Voilà pourquoi on tourne en rond avec beaucoup de gens qui ne comprennent pas que tout le monde qui vient ici ne vient pas pour nous. C'est parce qu'on a des minéraux. Ils veulent que ces pays soient instables. Comme ça, on peut l'exploiter à tout moment. Donc, le président Tshisekedi, je pense qu'il y a eu le sens de l'histoire. Il faut que la MONUSCO parte. Mais pour cela, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. C'est un problème de tous les Congolais. Classe politique, opposition, église et les autres. Mais justement, c'est une affaire de tout le monde. On a vu à Goma, les adeptes de Wazalendo ont justement manifesté pour le départ de la MONUSCO. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame, j'ai dit que ce dossier est très complexe. Vous savez, Goma est hyper militarisé. Il y a trop de forces. Comme il y a des enquêtes, parce que c'est une histoire un peu... Il y a les procès. Mais il faut laisser d'abord la justice militaire faire son travail. Mais aussi, il faut que la presse fasse des investigations. Pour que ça soit quand même quelque chose de... Que ça soit un peu... qu'on donne une information autre que celle que l'État donne. Pour qu'on éclaire notre opinion. Mais quand vous lisez de plus près, on se pose la question. Qui a donné ordre pour tuer les gens là qui étaient dans leur église? Qui a donné l'ordre? Donc, il faut laisser la justice s'en occuper. On saura la vérité après. Ok, alors le président de la République donne les raisons de ce départ anticipé de la MONUSCO. Il parle du manque d'efficacité de la MONUSCO. Mais cette réalité vaut également pour les autres forces qui sont dans la région, notamment l'EAC et même l'UPDF. Madame, vous savez, il y a des choses que nous voyons, mais il y a d'autres choses qui nous échappent. La plupart des gens que vous voyez là, quand vous voyez EAC, UPDF, ce sont des pressions étrangères. Ce sont des pressions. La plupart, je vous ai dit ici, ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont les multinationales. Oui, mais à un moment, on se pose la question si nos dirigeants eux-mêmes ne sont pas aussi complices. Pourquoi je le dis? Parce qu'avant qu'on signe les accords avec l'EAC, ici au pays, beaucoup étaient opposés à cela. Mais malheureusement, on n'a pas tenu compte des avis de la population. Et aujourd'hui, on a l'impression que même si on chasse la MONUSCO, mais il y a encore un autre piège qui nous est tendu par l'EAC. Oui, je pense que le cas de l'EAC, ça va se régler quand on aura une armée forte. On est en train de former nos militaires. Quand on forme nos militaires, même quand on achète des armes, on ne va pas faire du bruit. On va voir ce qui va se passer sur le terrain. Je pense qu'il y a une conscience à tous les niveaux de Congolais. Des Congolais, pas de père et de mère, comme on le dit, mais des Congolais patriotes, même au niveau des militaires. Tout le monde est conscient.
qu'on est en train de nous faire pression, nous fatiguer par le monde occidental. L'IAC, c'est quoi? Il faut adhérer l'histoire. L'IAC, l'idée ne vient pas de Museveni. C'est l'idée de Julius Nyerere. Nyerere, dans sa vision panafricaine, il voulait qu'on crée un État dans l'Afrique de Grands Lacs. Dans cet État, comprennent des peuples qui ont presque la même culture. Il y a un livre qui est sorti dernièrement donc en 2022 sur Julius Nyerere. Et il y a Museveni qui a écrit un article. Parce que lui maintenant, c'est lui qui doit finaliser, mettre en pratique les idées de Julius Nyerere. Dans l'article écrit par Museveni, il explique qu'il y a des peuples dans l'est du Congo. Il vous parle de Banyarwanda, il vous parle de Banyamulenge, qui doivent faire partie d'un État fédéral africain. C'est ce qu'on appelle maintenant EAC. C'est ça le processus. Et quand vous regardez derrière, c'est toujours dans l'espace d'influence des anglo-saxons. Ceux qui sont derrière toutes ces idées qui financent sont anglo-saxons. Donc ce qui est vrai, on est en train, si on ne sont pas malins, on est en train d'aller vers la construction d'un État fédéral où on prendra une partie du Kivu, on va l'annexer, et dès qu'on annexe le Kivu, le Congo implose. Donc il y a eu tout un projet. C'est un projet qui ne date pas seulement d'aujourd'hui. Est-ce que cette balkanisation n'est pas déjà effective? Parce qu'on voit bien que dans les zones censées être sous contrôle de l'EAC, les M23 sont bien visibles, ils tiennent leurs meetings, il y a même la rentrée scolaire là-bas. Est-ce que ce n'est pas déjà ça, la balkanisation? Non, je pense qu'ils finiront par fuir d'eux-mêmes. C'est parce qu'il faut dire que la grande difficulté, je vous ai parlé ici de l'infiltration dans l'armée. Notre armée est tellement infiltrée. Les Américains, tout comme les Français, donnent des armes et des formations et des renseignements à l'armée rwandaise pour nous faire la guerre. Donc nous faisons la guerre contre l'Occident. C'est ça qu'il faut faire. Mais l'Occident, pourquoi il fait la guerre? Parce que l'Occident a besoin de matières premières. Et dans leur calcul, il faut créer un État fédéral de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, où on va trouver une partie du Congo, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya. C'est ça l'État de Museveni, c'est ça l'EAC, le Soudan du Sud. C'est un programme, mais tout dépend de nous. J'ai toujours dit, ce que nous connaissons ici, c'est la guerre ou bien la lutte pour la deuxième indépendance. C'est ce que nous connaissons ici. Cette indépendance doit être économique, donc le contrôle de nos richesses. Donc ceux qui sont tous les globalistes, ils sont à Kigali. Et dans leur tête, dans leur vision, c'est faire Kigali comme un Singapour. Qui le dit, c'est Madame Susan Rice dans ses mémoires. Il faut lire. Les drames, on ne lit pas. Tout est dans les livres. Notre classe ne lit pas. Notre classe politique, nos élites intellectuelles ne lisent pas. Voilà pourquoi ils sont faibles. Ils viennent devant les autres sont mieux organisés, avec des compétents, avec des gens qui ont le sens de l'histoire. Ils discutent avec en face de... Ils n'ont rien. Donc le problème, c'est nous-mêmes. Et tant qu'on n'a pas compris que nous sommes une puissance, et il nous faut une élite à la hauteur des enjeux, le Congo va disparaître parce que dans leur calcul, ils disent mais le Congo est trop grand, vous êtes incapables. C'est ce qu'on dit à toutes les élites. Hein. Chez vos gens là, on ne comprend pas. Il y a la corruption. Hein. Et quand vous venez, vous amenez les gens pour parler des questions de l'Est, non, ce sont des Congolais même qu'on envoie du gouvernement qui ne veulent pas en parler. Je te prends un exemple. Toutes les guerres à l'Est, là. Regardez nos médias, peut-être à part vous donnez l'information régulièrement de ce qui se passe à l'Est du Congo. Combien de médias traitent l'information de la guerre à l'Est? Combien? Est-ce que vous pensez que les médias étrangers vont le faire à notre place? Combien d'hommes politiques parlent de la guerre à l'Est? Tous se battent pour avoir des postes et manger. Donc c'est la classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Et le danger est que si les autres verront que après 30 ans, rien ne marche, on va proposer la balkanisation comme ils contrôlent tous les médias. Parce qu'à l'étranger, là, on dit chez vous, ça ne va pas. Parce que
la question congolaise n'est pas connue sur le plan international. Nous parlons ici, à l'étranger, non. Malgré notre diplomatie agissante. La diplomatie, il faut dire que ça, il faut jeter quand même des fleurs à Tshisekedi. Il est seul. Tous les discours qu'il a fait, il a fait le tour du monde. Hein. Il a parlé partout, accusant les Rwandais. Vous avez vu même une puissance de soutenir. Personne, donc au moins les grandes puissances, n'ont pas soutenu Tshisekedi. Mais une question. Pourquoi à l'intérieur du Congo, les Congolais, intellectuels comme politiques, ne reprennent pas les discours de Tshisekedi contre les Rwandais? Ça pose un problème. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est à nous de décider ce que nous devons faire, ce n'est pas l'étranger. Mais tant qu'on est dans cette confusion, avec des élites faibles, il ne faut pas espérer un miracle. Alors, vous parlez de la deuxième indépendance. Est-ce que ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui peut être classé dans ce registre-là, de la deuxième indépendance? Moi, je ne crois pas tellement. Quand vous lisez l'histoire des coups d'État, pourquoi il y a des coups d'État? Il y a des coups d'État, sur le plan théorique, quand les structures politiques sont faibles ou bien désorganisées par rapport aux structures militaires, donc par rapport à l'armée. Si le système politique est fait par rapport à l'armée, une crise éclate, les militaires prennent le pouvoir. Mais si vous avez des structures politiques mieux organisées, l'armée ne peut pas intervenir. Ça signifie que des systèmes politiques qui parviennent à résoudre la crise politique qui éclate dans le pays. Mais ce qui se passe à l'est dans l'Afrique de l'Ouest, avec ce coup d'État, je pense que quand vous prenez le cas de Burkina Faso, tout comme du Mali. Même du Niger. Niger, c'est autre chose. Le Mali, c'est le peuple il en avait marre. Et les gouvernements, les militaires sont partis, ils sont arrivés à prendre le pouvoir. Parce qu'il y avait des désordres au niveau de la population. La population protestait, tout comme au Burkina Faso. Mais au Niger, non. Au Niger, c'est un coup d'État du palais en quelque sorte. Parce que le président le général qui s'occupe de la garde présidentielle qui a fait le coup d'État. Mais ça ne veut pas dire que il y avait quand même certains arguments qui pouvaient justifier. Mais le coup d'État du Niger n'est pas tellement soutenu par la population, par rapport aux autres. Mais d'une manière générale, il y a quand même une certaine évolution sur le plan géopolitique. La France est en train de disparaître en tant que grande puissance, en tant que puissance. Parce que la France, parce que quand vous regardez, la plupart de ces coups d'État se passent dans les pays francophones, pas anglophones. Donc la France n'a plus la capacité de maintenir son influence sur ce pays-là. Mais l'Amérique est en train de chercher comment remplacer la France pour faire face à la Chine et à la Russie. Donc, moi je suis très méfiant quand les militaires font des coups d'État. On prend l'exemple, après les années 60, il y a eu une série de coups d'État. C'était justifié par quoi? Il y avait le chaos, il y avait des désordres. Les militaires viennent mettre de l'ordre. Quand les militaires accèdent au pouvoir, ils enlèvent le costume militaire, ils mettent un costume civil, il devient candidat. Et la dictature s'installe. On sait comment ça aboutit. On a commencé à faire, donc quand on a déclaré le processus de démocratisation avec la bonne, les militaires, pour la plupart, ont été chassés. Donc, les dictatures, on peut dire dictature. Mais il faut qu'on tire les leçons de l'histoire. Ce qui s'est passé après l'indépendance, pour que ça ne puisse pas se répéter. Moi, j'ai dit les cas de Mali, tout comme de Burkina Faso, c'est bon. Parce que les deux colonels n'ont pas les ambitions de se mettre au pouvoir. D'ailleurs, ils sont colonels, mais l'armée est gérée par des généraux. Donc, le problème, ce n'est pas que c'est de pouvoir devenir président civil. Maintenant, il faut qu'au niveau de partis politiques, au niveau de la société civile, que les gens s'organisent. La difficulté en Afrique est que le pouvoir militaire est beaucoup mieux organisé que le pouvoir civil. Si le pouvoir civil s'organise,
je pense qu'il y aura une très belle transition au Mali, tout comme au Burkina Faso. Et là, on pourra voir des États modernes qui ne seront pas contrôlés par l'Occident. Qui seront affranchis. Oui, des États modernes qui ne seront pas contrôlés par l'Occident. Mais les cas du Niger a de l'autre fort parce que les Américains sont là. La France est partie, l'Amérique prend la place. Donc ce n'est pas une solution. La solution viendra des peuples africains quand ils vont comprendre qu'il faut se prendre en charge. Alors, on va revenir au discours du président de la République. Le Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les auteurs des crimes de guerre contre l'humanité en RDC. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies quand on sait qu'il y a plusieurs rapports qui ont été rédigés sur la situation en RDC, mais rien n'a été fait? Non, moi je pense qu'il ne faut rien espérer. Il ne faut rien du tout. Parce que ce qui est derrière, c'est la volonté du capitalisme de continuer à nous exploiter. Ce qu'on connaît aujourd'hui, on l'a connu entre 60 et 65. Qui ont soutenu Tchombe, la session katangaise? C'est le multinational. Qui soutient aujourd'hui? C'est toujours les mêmes. Mais qui décide aux Nations Unies? C'est toujours les mêmes. Donc moi je pense qu'il faudrait faire comme les Maliens. Hein? On se prend en charge, on demande à la MONUSCO de partir. Si la MONUSCO ne veut pas, on les chasse. On demande à l'AAC de partir. Si l'AAC n'accepte pas, on les chasse. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Oui, mais bon, c'est vrai, les chasser, et à la place, c'est quoi la solution? Parce que on a toujours déploré que nos frontières sont poreuses et que notre armée ne sait pas faire face à tout ça. Alors, si tout le monde part, on reste entre nous, est-ce qu'il y aura la solution? Madame, il ne faut pas être défaitiste. Ça fait partie de l'histoire de Parce qu'on nous a fait croire que l'EAC nous aide pour le moment, pour qu'on n'attaque pas la ville de Goma. L'EAC sert de contrepoids. Je vous dis ceci, madame, notre armée on est en train de refaire notre armée. Tu vois, on a fait longtemps, on nous avait interdit d'acheter des armes sur le plan international. Même au Conseil de sécurité, l'Allemagne, pardon, la France, l'Amérique, le pays, la Grande-Bretagne, ne voulaient pas qu'on nous vende des armes. Mais on vendait des armes et à l'Ouganda et au Rwanda. Maintenant, on vient de lever l'embargo. On achète des armes. Nous sommes 100 millions de Congolais. On a formé des militaires. Tu viens de me dire, il y a eu l'ultimatum qu'on a donné. Qui a expiré le dimanche 24 septembre. Ok, laissons les temps au temps. On saura. Mais ce qui est sûr, on ne va pas rester éternellement dominé ni par les Rwandais, ni par toutes ces multinationales qui ont créé la confusion au Congo. Donc, c'est comme ça que je vous dis, ça va arriver, on se battra pour avoir des indépendances. Si on ne le fait pas, le Congo disparaît. C'est quitte au double maintenant. Donc, à un moment donné, un peuple qui est humilié, meurtri, ne pourra pas accepter éternellement ça. Ça va arriver. Mais tout dépend de notre élite, notre classe politique. Si elle comprend l'essence des enjeux, les problèmes, la plupart des hommes politiques qu'on a ici sont de fabrication de Kagame et de Kigali. On connaît. Voilà pourquoi, quand il y a des problèmes au Congo, trop peu de gens attaquent les Rwandais. Trop peu de gens critiquent Kagame. C'est comme un dieu ici. Le président a dit clairement que le régime de Kagame, c'est un régime qu'il faut mettre hors d'état de nuire parce qu'il crée des désordre en Afrique. Personne ne l'a suivi. On a peur du maître. Hein, le maître fait peur à tout le monde. Donc notre problème, c'est nous sommes psychologiquement faibles, notre élite. Psychologiquement faible. Parce qu'on ne peut pas avoir un grand pays de 100 millions d'habitants, avec tout ce qu'on a comme richesse, que les Rwandais aient un contrôle sur nous. Ça signifie que nous avons une difficulté à notre niveau, au niveau des élites, qu'il faut à tout prix changer. On ne change pas l'élite. Et surtout avec nos élections, je pense qu'on va en parler. Si on ne change pas l'élite, en tout cas, il n'y a pas d'espoir. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait les élections dans ce pays. Ok, alors on va parler aussi des sanctions des États-Unis contre le Rwanda. Le président de la République a d'ailleurs salué. Mais bon, entre-temps, on se rend compte que
Pour nous, les Congolais, c'est du bluff. Parce que ces sanctions ne concernent pas l'activisme du Rwanda en République démocratique du Congo. Oui. Curieusement, on n'a pas sanctionné le Rwanda parce qu'il a des troupes ici. On dit parce qu'il a recruté des enfants soldats. Vous savez, ce que je vous dis, ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas les Rwandais. Ce sont des patrons. Ils ont maintenant peur de porter la responsabilité parce que quand la guerre prendra fin, on va faire les bilans. Plus de 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, 500 000 femmes violées. Qui est responsable? C'est la peur maintenant de porter cette responsabilité. Pour eux, on veut faire croire aux Congolais, c'est les Rwandais, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais étaient instrumentalisés pour venir piller le Congo et tuer les Congolais. Donc les responsables, c'est le capitalisme international prédateur. Il faut rappeler l'histoire, madame. Entre 1885 et 1906, il y a eu ici un génocide de 10 millions de morts. On avait besoin de caoutchouc pour fabriquer des roues ou bien des pneus en Occident. Oui. En Occident. Léopold II a tué 10 millions de Congolais. On a même coupé des mains. Mais au lieu de condamner Léopold II, on ne l'a pas condamné. En 2008, on décide de retirer le Congo des mains de Léopold II pour l'annexer à la Belgique. Léopold II est resté sans procès. Nous sommes dans les mêmes conditions. Parce que Léopold II était, au moins, on connaissait Léopold II, il a porté la responsabilité. Mais ce qui tirait des bénéfices, ce n'est pas seulement Léopold II, c'est toutes les multinationales occidentales. Maintenant, c'est la même chose. Kagame a des miettes. Mais toutes les banques qui sont à Kigali, les usines, ne sont pas des Rwandais qui sont dedans. Ce sont les Occidentaux qui sont dedans. Maintenant, disant, mais si la crise prend fin, on va condamner qui? Normalement, il y aura un procès contre le capitalisme international. Toutes les entreprises, tous les pays qui sont cités. Mais maintenant, on prend tout ça, on met sur le Kagame, sur les roues de Kagame. Kagame doit payer les pots cassés. Maintenant, Kagame leur fait du chantage. C'est là maintenant, il y a un chantage entre Kagame et ses parrains. Si vous voulez parler, je vais aussi parler. Voilà pourquoi, au lieu de le condamner du fait qu'il a des troupes au Congo, on va chercher que, oh non, il a recruté des enfants soldats. C'est un jeu. Mais ce qui est normal, ces gens ne peuvent pas aller contre leurs propres intérêts. Que font les Congolais? Que font les élites congolaises? Les intellectuels, les hommes politiques congolais? Que font-ils? Donc, les problèmes, moi j'ai toujours dit, c'est nous. Ce ne sont pas les autres. Parce que aujourd'hui, l'Occident, avec ses mutations, les font. Ils pensent, s'ils ne les font pas, les autres les feront. Aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui vont partir. Donc, ce sera fini pour eux. Mais si on n'est pas, nous Congolais, on n'a pas changé de mentalité. On n'a pas changé d'esprit, parce qu'on a une culture d'esclaves. Les autres, Libanais, Indiens, Chinois, viendront qu'on fait des esclaves. L'exemple est là. Vous trouverez des Congolais ici. Mais qui est derrière ces politiciens congolais? Vous avez des Indiens, vous avez des Chinois, vous avez des Libanais. Et vous avez des Rwandais, des Ougandais. Ça prouve que notre classe politique est très faible sur le plan psychologique. Donc il nous faut une nouvelle élite qui est capable de tenir tête devant tout ce peuple qui viennent chez nous pour nous humilier et nous exploiter. Donc ce qui nous arrive, nous sommes responsables, je peux dire à 80%. Donc si nous voulons que ça change demain, c'est avoir des gens qui vont dire non, et aux Rwandais, aux Occidentaux, comme les autres le font. Le cas du Mali est là. Burkina Faso, mais il faut tirer les leçons du passé. À Kinshasa, on peut voter même 10 millions. Personne ne veut même pas toucher les livres de Charles Onan. Vous ne pouvez même pas en parler. Or, quand il y a un livre qui sort, il faut qu'il y ait des débats dans l'opinion. Il faut que les hommes politiques, comment dirais-je, prennent ces débats, écoutent d'abord les gens, en discutent dans des cafés politiques, au niveau des partis politiques, et c'est vrai ou bien c'est faux. Il n'y a rien. Mais tout le monde attend
que l'Occident vienne nous sauver de notre misère, de notre malheur. On va terminer par les dossiers élections. Le président de la République en a parlé. Il confirme qu'il y aura bel et bien élection dans les délais. Mais la question que l'on se pose, dans quelles conditions irons-nous aux élections avec l'Est qui est dans une situation d'insécurité permanente, d'autres territoires n'ont pas pu s'enrôler normalement. Bon, comment ça va se passer? Madame, quand vous prenez toutes les élections qui ont eu lieu dans ce pays, il y avait toujours la guerre à l'Est. Ce n'est pas un argument qui peut justifier pour qu'il n'y ait pas des élections. Mais le danger, c'est quoi? Si on n'organise pas les élections, le régime devient, donc le président devient, il perd sa légitimité. Parce qu'il a un mandat de 5 ans. Le processus est très bien avancé. Les gens se sont enrôlés. C'est vrai, il y a des hommes politiques qui ne sont pas d'accord. C'est leur point de vue. Mais par rapport à la Constitution, nous sommes obligés d'organiser ces élections, bonnes ou bien mauvaises. Il faut qu'il y ait élection, même s'il y a encore des coins occupés par les Rwandais avec ses troupes. L'autre élément important, vous savez, les Américains sont très compliqués. Si vous n'avez plus de mandat, on ne vous reconnaît pas comme président. Mais les discours selon lesquels il faut reporter, c'est tenu par les Européens avec les globalistes. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'il n'y ait pas d'élection pour qu'on négocie et qu'on injecte leurs clients. Parce que si aujourd'hui il y a élection, ils sont tous battus. Tous ces gens-là que vous voyez qui font du bruit par là, ils font du bruit par-ci par-là. Et vous voyez que par exemple l'Union européenne dit non, il faut négocier, il faut un climat de paix avant d'arriver aux élections. C'est bien. Oui, parce qu'il faut quand même que ces élections soient inclusives. Mais le peuple est enrôlé. On cherche encore quoi? Oui, mais il y a des préalables que l'opposition a posé, la révision du fichier électoral. L'opposition ne représente pas tous les Congolais. C'est ça le drame. Il y a des élites qui font du bruit à Kinshasa. Est-ce que vous avez fait le tour du pays, madame? Ça fait plus de 20 ans. Un peu plus de 30 ans, depuis Mobutu d'ailleurs. Il y a des coins, vous avez des gens nus, sans habits. Des enfants qui n'étudient, qui n'ont jamais connu l'école. Mais à Kinshasa, on ne fait que des élections. Les hommes politiques ne jouent que sur les élections. Ça changeait quoi? Il faudrait qu'on prenne quand même conscience. Les élections, pour le moment, vu la situation internationale, la géopolitique mondiale, l'instabilité, en tout cas, il faut le faire. Bonne ou bien mauvaise, les discussions, les négociations vont se passer après élection. Quand on aura au moins des élites élues par le peuple qui vont négocier. Là, les hommes politiques peuvent négocier. Mais tant qu'on laisse les mêmes depuis la conférence nationale souveraine, vous verrez que ce sont les mêmes qui reviennent. Jusqu'à aujourd'hui. Prenez la liste des hommes politiques que vous avez. Les mêmes qui reviennent, même discours. Nous voulons démocratie. Ça amène quoi? Donc, cette fois-ci, je pense que ces élections peuvent nous aider d'abord à changer la classe politique. Après cela, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même des dialogues, des négociations, pas seulement avec la classe politique, avec tout le monde. Qu'on sache, on part où? On part où? Les pays risquent de disparaître. On va faire comment? Merci, M. Freddy Mulumba. Ça sera tout pour ce soir. On a largement consommé le temps. Merci également à vous, très chers téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo Télévision et FM, pour votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.